Notre invité, l'enfer aux éditions de l'Observatoire, c'est Gaspard Koenig, qui est philosophe et écrivain. C'est un conte philosophique, Patrick, ce matin. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Bienvenue. Avec votre livre, votre roman, aux éditions de l'Observatoire. Alors, Gaspard Koenig, 3 raisons de vous avoir ce matin. Parce que vous avez un regard aiguisé sur la situation et notamment la gestion de la crise du Covid. Évidemment, donc ça, vous l'évoquez dans votre livre et vous l'avez évoqué aussi à travers votre petit périple que vous avez fait. On va y revenir dans un instant. 2500 km à cheval sur les traces de Montaigne, notamment. Deuxièmement, parce que vous êtes à Londres, la capitale du Brexit, et puis la ville qui est au cœur. Oui, la capitale du risque, au cœur de l'épidémie enflammée. Et puis évidemment parce que il y a ce roman qui est aussi une critique peut-être de notre système où l'on court toujours plus pour gagner toujours plus. En quelque sorte, c'est ça le pitch un peu de votre roman, hein. Ce que j'ai imaginé d'abord, c'est à quoi ressemble l'enfer aujourd'hui. Parce que quand on se représente l'enfer, on imagine un peu l'enfer de Dante, c'est-à-dire des gens qui sont plongés dans la chaux, qui sont obligés de manger des excréments, qui hurlent de douleur toute la journée. Et au fond, le problème des humanistes de l'époque de Dante, c'était la souffrance. Il fallait éliminer la souffrance. On menait des vies très dures. Et donc, naturellement, l'enfer, c'est la souffrance absolue. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a quand même largement éliminé cette partie de la condition humaine. Et donc, je me suis dit, mais l'enfer, au fond, aujourd'hui, c'est plus la poix et les chaux et les hurlements. C'est l'inverse, c'est l'absence totale de souffrance. Et est-ce que l'enfer, c'est pas justement d'être dans une sorte de super aéroport où tout est parfaitement organisé, à disposition, tout est sous surveillance, à disposition. Les 1000 possibles dont vous pouvez rêver sont accessibles. Vous avez une carte de crédit illimitée. Vous pouvez satisfaire tous vos besoins matériels, psychologiques, sexuels. Vous avez des conseillers pour tout. Et on vous sollicite en plus. Et votre cerveau est en permanence connecté sur une myriade de sollicitations qui suscitent le désir qui est constamment satisfait mais jamais vraiment assouvi. Et vous êtes obligé de bouger tout le temps dans ce monde de désir. Le héros, par exemple, ne peut pas dormir. Je suis désolé de vous dire qu'en enfer, les damnés ne peuvent plus dormir. Et donc, ils doivent constamment prendre un avion, constamment être sur un tapis roulant. Et vous avez peut-être eu déjà cette sensation vous-même quand vous atterrissez dans un aéroport et qu'il vous faut prendre un autre train, puis vous allez vous dire un jour, il faudra presque prendre un avion pour aller à l'autre bout de l'aéroport. Parce qu'au fond, si le trafic aérien est exponentiel et que la planète est finie, un jour, la Terre sera couverte d'aéroports. Et donc, on ne la visitera plus que d'aéroport en aéroport, si on pousse la logique jusqu'au bout. Et c'est un peu ça, effectivement, que mon livre met en scène, et c'est évidemment une critique sous-jacente, c'est un conte philosophique, donc la morale en est assez simple, de la manière dont nos sociétés sont organisées. C'est pas un hasard si le narrateur qui est plongé dans cet enfer est un économiste classique, qui peu à peu s'aperçoit que ce qu'il découvre là, c'est l'application poussée à l'extrême de ses propres principes. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu un regard sur son passé, sur sa vie, et vous nous invitez à travers ce roman avec des passages quand même assez drôles, parce qu'il y a des moments donnés, il se dit tiens, j'avais pas pensé à ça aussi dans ma vie, j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça, enfin pas tout détaillé. Oui, mais c'est pas tout n'est pas noir. Non, il y a aussi de bons moments, mais quelque part ça doit nous conduire à nous interroger sur nos pratiques aujourd'hui. C'est le confinement qui vous a fait prendre conscience de ça ou pas, Gaspard Koenig? C'est un livre que j'avais commencé à écrire avant l'épidémie, mais je pense que le confinement ou le virus est un peu une ruse de l'histoire, c'est-à-dire il accélère une prise de conscience qui est déjà un peu sous-jacente depuis longtemps, et on espère surtout qu'à la sortie de cette crise, il va accélérer le changement d'un certain nombre de politiques qui font qu'on a trop, si vous voulez, et quelque part avec de bonnes raisons au début, il ne faut pas tout jeter, mais on a trop assimilé le progrès à l'accroissement exponentiel du bien-être. Et quand vous prenez les indices de PIB ou les indices de développement d'ailleurs, vous avez toujours la santé, l'éducation, le bien-être matériel, mais au fond vous avez des grands besoins anthropologiques qui n'y figurent jamais. Et donc, quelque part, nous voulons faire un monde où tout est ultra efficace, tout est ultra efficient, et où nous nous plongeons nous-mêmes dans la prison de cette efficience.
Mon héros, par exemple, essaye à un moment donné de sortir de l'enfer. Quel est le moyen de sortir de l'enfer sinon de mourir? Oui, c'est ça. C'est toute une réflexion évidemment sur l'immortalité, parce que quand vous êtes immortel, il y a beaucoup de choses qui vous paraissent un peu absurdes, alors que nous, elles nous paraissent logiques. Mais c'est ça aussi de dire que la mort, en fait, vous fait prendre conscience qu'il faut vivre, surtout. Et surtout qu'en fait, un monde sans mort est un monde où la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ouais. Et quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est immortel, comme je l'ai fait, puisque le narrateur parle en plus à la première personne pendant quelques mois, alors au début j'étais assez content d'être immortel, et puis petit à petit vous vous apercevez de tout ce que vous perdez en fait, quand vous n'avez plus la perspective du néant. Et c'est là qu'on s'aperçoit à rebours dans des sociétés qui quand même essaye d'éliminer la mort. On ne voit plus la mort, on ne pense plus à la mort, on ne parle plus beaucoup de la mort. Quand vous lisez les livres d'il y a encore 2 siècles, la mort est omniprésente. Aujourd'hui, la mort est un sujet presque qu'on essaye de rendre anecdotique. Et en fait, quand vous vivez sans mort, vous apercevez que vous n'arrivez même plus à vivre correctement, parce qu'il y a plein de choses qui vous semblent évidentes qui ne le sont plus. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant. Gaspard Koenig, L'Enfer, votre roman aux éditions de l'Observatoire. Et on va s'interroger sur la gestion aussi de la crise en fait, du Covid en France, en Europe, parce que vous êtes du côté de Londres, donc vous allez nous donner des nouvelles dans un instant. Justement. Ne bougez pas. Et puis vous nous appelez à 0826 330. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h32, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité ce matin, Gaspard Koenig, philosophe et écrivain pour ce livre L'Enfer aux éditions de l'Observatoire. Et on va se poser la question si l'Angleterre, c'est l'enfer. Oui, oui, parce que Gaspard Koenig, vous vivez en partie à Londres, hein, c'est ça hein? C'est ça, ma vie était partagée entre Londres et Paris depuis trop d'années. Ouais. Mais c'est vrai que le Brexit combiné au virus rend cet équilibre maintenant impossible et va forcer tous les gens qui, comme moi, avaient un mode de vie un peu expatrié à choisir l'un ou l'autre pays. On ne peut plus tellement vivre entre les deux aujourd'hui. Oui. Alors là, vous êtes encore à Londres hein, ce matin. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que, compte tenu de ce variant britannique qui déferle maintenant depuis 3 semaines, est-ce que vraiment tout est cloîtré, fermé, confiné ou pas? Ah oui, la ville est... Enfin, c'est un peu comme on est habitué, j'allais dire maintenant, à ces confinements plus ou moins forts dans les différents pays. Comme vous l'avez rappelé, j'ai fait mon voyage à travers l'Europe, donc j'ai aussi visité l'Italie confinée, la France confinée, l'Allemagne confinée. À chaque fois, il y a des variations. Par exemple, en Angleterre, vous avez encore le droit de marcher dans la rue sans masque. Ce n'est pas le cas à Paris, parce qu'on est à l'air libre. Ouais. Et donc ça change un peu l'ambiance, parce que quand les gens ne sont pas masqués dans la rue, vous pouvez respirer un peu, mais en même temps les magasins sont fermés. Enfin voilà, c'est un équilibre. Tous les pays se battent un peu avec la même chose et essayent de construire des équilibres. Pour les Britanniques, on connaît leur flegme, quoi. Est-ce que là, ils le conservent malgré tout face au coronavirus? On connaît surtout leur pragmatisme oui, c'est vrai. Et l'inoculation des vaccins reflète ce pragmatisme, puisque vous savez qu'il y a déjà 2 millions de personnes qui ont été vaccinées en Angleterre et qu'on construit des grands centres de vaccination qui pourraient être ouverts 24 heures sur 24 pour vacciner les gens en série avec la première dose, et pour commencer seulement la première dose du vaccin Pfizer. Et vous savez, notre président français avait dit nous étions en guerre il y a 1 an. Ouais. Eh bien, quelque part, le Royaume-Uni applique une médecine de guerre, c'est-à-dire une médecine qui prend des risques pour aller le plus vite possible. Et c'est intéressant de voir que, au fond, tous les gouvernements vous disent nous nous appuyons sur les scientifiques, nous conduisons des politiques étayées par la science. Mais en fait, quand vous regardez, il est clair que les gouvernements ont des politiques qui reflètent la culture des différents pays. Regardez les Scandinaves qui ont été très très libéraux au début, les Anglais qui sont aujourd'hui très pragmatiques, qui prennent des risques, la France qui est extrêmement administrative et centralisée, où il faut remplir des attestations, on est contrôlé sur les attestations, les États-Unis qui ont été très laxistes, l'Allemagne qui est extrêmement décentralisée, la Chine qui exerce la surveillance numérique. Donc au fond, cette épidémie, elle met plutôt en valeur la gouvernance des différents pays et la manière dont cette gouvernance se reflète dans les politiques mises en œuvre. Et quel regard ont les Anglais, justement? Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis du vaccin? Écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins répandu qu'en France. Et je l'explique par la confiance quand même
malgré tout ce qui s'est passé, malgré aussi le Brexit, il reste une sorte de confiance, je pense, plus établie dans les institutions en Angleterre, mais aussi parce que quelque part les institutions sont plus proches des gens. C'est un pays notamment où vous avez une grande tradition parlementaire. Et donc, par exemple, toutes les critiques que les gens peuvent avoir sur la politique sanitaire sont reflétées au Parlement, parce que vous avez des débats au Parlement. En France, il n'y en a plus, puisque vous avez l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, c'est le gouvernement décide par un acte exécutif, et le Parlement n'a pas à se prononcer. Et donc, comme toujours, quand vous avez des actions qui sont extrêmement autoritaires, eh bien, la réaction la plus naturelle, quelque part, c'est de s'y opposer et de questionner l'ensemble du système. Alors qu'en Angleterre, vous avez encore ces intermédiaires, ces endroits, ces soupapes de décompression, où eh bien, vous chargez votre parlementaire, quelque part, d'exprimer vos doléances vis-à-vis du gouvernement, et ça crée tout de même une démocratie, je trouve, plus fluide et plus responsable. Oui. Et les conséquences du Brexit, Gaspard Koenig, est-ce qu'elles sont de plus en plus visibles à Londres, même si évidemment il y a des conditions et des circonstances particulières aujourd'hui avec le Covid? Elles sont surtout visibles aujourd'hui à la frontière. Alors évidemment pour les transporteurs, et ça j'ai pas pu partager leur... Enfin si d'ailleurs, parce que j'avais roulé en voiture à côté de la bande, vous savez, où les camions étaient parqués, juste au moment de la fermeture des frontières, là, avant Noël. Et c'est très impressionnant de voir des dizaines et des dizaines de kilomètres de camions qui attendent. Et puis nous-mêmes à la frontière maintenant, on nous questionne pourquoi vous allez en France, pourquoi vous revenez en Angleterre, où est-ce que vous vivez. Et donc quand même, on voit simplement, avant l'Angleterre et la France étaient liées par, j'allais dire, faisaient partie du même espace. On n'avait pas franchement l'impression d'aller à l'étranger. Et aujourd'hui, on repasse une frontière avec tout ce que ça implique de paperasse, de bureaucratie, de stress. Et donc, clairement, quelque chose s'est brisé. Et on disait que beaucoup de Français, puisqu'il y avait, je crois, quelque chose comme 600 ou 700 000 Français qui vivaient à Londres, est-ce qu'ils sont en train de plier bagages ou est-ce qu'ils vont rester là-bas ? Je pense que beaucoup vont rester parce que quand la vie, quand vous vous installez, petit à petit, votre vie s'organise, les enfants grandissent... vous avez des cercles d'amis, c'est compliqué quand même de s'arracher à un univers dans lequel vous êtes immergé. Mais je pense qu'en revanche, la question se pose pour la plupart d'entre eux. Et pour moi, clairement, je vais revenir dans les mois qui viennent. Vous allez revenir, oui, ça va être plus compliqué. Mais est-ce que vous vous sentez à l'aise là-bas? Est-ce que finalement, il y a un regard sur les Français qui aurait pu changer? À Londres même, non. Londres même reste pour le moment une ville extrêmement cosmopolite, où plus d'un tiers des gens sont nés à l'étranger. Mais je pense que c'est une dynamique, ça prend du temps, ça prend peut-être une dizaine d'années pour une dynamique de s'inverser. Mais la dynamique est clairement, clairement vers de nouveau, quelque part, une britannisation de l'Angleterre, et c'est aussi quelque part ce pourquoi les Anglais ont voté pendant le Brexit, donc tout ça est assez logique. Alors venons-en à ce que vous avez fait entre les deux confinements, entre le mois de juin et le mois de grosso modo de novembre à peu près, hein, c'est ça. Vous avez parcouru une partie de la France et un peu de l'Europe aussi, à cheval, 2500 km sur les traces de montagnes. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. J'ai voulu faire un peu l'inverse de l'enfer. Ce sera peut-être le paradis. Ce sera le un vrai voyage. Un vrai voyage, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on voyage en avion, on voyage pas en fait. On voit rien et puis on arrive à peu près dans le même hôtel, avec le même taxi, en parlant la même langue et souvent en voyant les mêmes gens dans les centres-villes où tout le monde se ressemble au fond sur la planète. Et donc là, j'ai voulu faire un voyage plus près de chez moi, mais qui soit lent, en profondeur, et surtout qui repose sur l'hospitalité. Il n'était pas question, évidemment, de programmer. Je suis avec un cheval, c'est très compliqué. Vous n'avez plus de relais de poste, hélas, comme du temps de montagne, où les choses étaient en fait beaucoup plus pratiques pour le cavalier. Le même cheval ? Eh oui, moi j'ai gardé le même cheval. Alors Montagne avait la chance de pouvoir changer de cheval tous les soirs. Donc, il faisait des étapes de 60 km. Exactement, alors que moi je devais ménager ma monture. Montagne avait accompli le voyage en 1580, donc j'ai retrouvé son itinéraire, enfin qui est noté dans son journal de bord, et puis j'ai essayé de le suivre à peu près, en passant évidemment par les petits chemins, mais aussi en traversant les centres-villes, les banlieues, les zones commerciales, enfin en étant dans la modernité, en introduisant dans la modernité un moyen de transport qui la fasse réagir, si je puis dire. Mais ce qui est très agréable, c'est de découvrir que quand vous êtes à cheval, vous êtes toujours vulnérable. Et quand vous cherchez un logis, vous introduisez toujours une complication.
Soit vous trouvez quelqu'un qui veut vous loger mais qui n'a pas de place pour le cheval, soit vous trouvez une écurie qui a une place pour le cheval mais pas pour vous. Et donc vous êtes toujours obligé d'organiser une mini prairie avec un bout de ficelle ou de supplier pour qu'on vous laisse un bout de canapé. Et donc tout ça ravive le sens de l'hospitalité. On parlait des besoins anthropologiques au début de cette émission. Moi j'ai découvert un peu cette relation à l'autre qui était nouvelle pour moi. Il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la haine, voilà, il y a plein de sentiments humains, puis il y a l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est quelque chose quand même de très fort et de très éphémère. Mais il y a de la méfiance, beaucoup de méfiance. Mais pas du tout. Et j'ai découvert, après les gros titres des journaux, rétrospectivement, parce que j'avais pas regardé l'actu, j'avais découvert que dans les gros titres des journaux, pendant l'été, la France était un pays violent, la France était un pays défiant. Et franchement, j'ai traversé du nord au sud. J'ai pas eu une seule fois d'abord la moindre appréhension physique, la moindre altercation significative. Et en revanche, j'ai découvert que voilà, quand vous êtes aimable, que vous allez doucement, que vous respectez les gens parce que vous avez parcouru leur territoire, eh bien les portes s'ouvrent. Et les gens vous offrent l'hospitalité. Oui, mais Gaspard, vous font partager leur dîner. Est-ce que sans cheval, les choses auraient été la même chose? Est-ce que quelqu'un qui frapperait chez vous sans cheval aurait le même accueil, sincèrement? Non, le cheval, c'est quelque chose dont j'avais envie, puis c'était aussi pour reproduire l'histoire de montagne, mais évidemment, le cheval, c'est un moyen de communication, de ce point de vue-là, extraordinaire, c'est un prétexte extraordinaire, et bien sûr que sans cheval, les choses auraient été différentes, mais ça prouve aussi que quand vous trouvez la bonne clé, si je puis dire, les serrures sont toujours là et vous permettent de rentrer un peu dans l'intimité des foyers et vous font découvrir quand même une France qui rend extrêmement optimiste, où les gens sont généreux et souvent plein de projets et puis qui me racontent des vies singulières. Intéressantes. Et donc, autant mon voyage précédent sur l'intelligence artificielle m'avait un peu démoralisé, puis a conduit à cet enfer où effectivement tout est automatisé, tout est planifié à l'avance, tout est très confortable et tout est sous surveillance. Autant je trouve qu'il reste justement dans les profondeurs du pays quand on le parcourt lentement, qu'on ne se contente pas de demander des sondages sur la France périphérique, de quoi nous rendre extrêmement positifs. Oui, mais c'est quoi? C'est la France un peu des campagnes, c'est la France des zones périurbaines, c'est la France des quartiers aussi difficiles. Et là, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Vous êtes arrêté aussi dans tous ces endroits? Oui, j'ai par exemple traversé la banlieue de Meaux juste après l'Aïd, à cheval, les quartiers, Beauval en l'occurrence. Et il s'est passé un peu le cheval intrigue, suscite la curiosité et plutôt la sympathie. Et donc j'ai fait faire le tour des tours aux petits gamins des quartiers qui étaient ravis. Et puis après j'ai parlé aux parents. Et puis après tout ça c'est très bien fini si je puis dire. Et puis les quartiers sont en tout cas ce quartier que j'ai traversé, c'est une zone très très vivante. Au fond, la seule chose qui est vraiment déprimante, c'est la zone pavillonnaire périurbaine. Parce que quelque part dans les quartiers, vous avez beaucoup de vie. Dans les campagnes aussi. Mais la zone pavillonnaire périurbaine, j'ai remarqué quelque chose, quand vous demandez votre chemin aux gens, personne ne le connaît. Et personne ne le connaît parce qu'ils vivent pas vraiment là. Ils vivent pas vraiment là, ils travaillent à 50 km, ils font leurs courses au Leclerc. Et c'est un peu ça que je pense qu'on a raté, et ça c'était quand même une politique d'État dans les années 60-70, qui n'existe pas, puisque j'ai traversé aussi l'Allemagne et l'Italie dans les mêmes proportions. C'est ces espèces de ceintures un peu inhumaines qu'on a construites autour des villes, mais aussi autour des petits villages. Chaque petit village a sa minuscule zone pavillonnaire. Et ça, c'est quelque chose justement qui participe de ce mythe de l'efficience que je dénonce dans l'enfer, en disant on va donner aux gens une petite propriété, bien ralliée à l'eau, avec une école à 10 minutes et ils vont être heureux, mais en fait ils sont pas heureux dedans. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est même en termes d'aménagement du territoire profondément à repenser. C'est trop propre, voilà. Merci. Oui, c'est manucuré. C'est ça. Merci Gaspard Koenig. L'enfer, votre roman aux éditions de l'Observatoire, donc ce professeur d'économie qui, en arrivant aux portes après sa mort, aux portes de l'enfer, se rend compte que finalement, il pense que c'est le paradis. Il découvre le monde qu'il a mis en place en quelque sorte. C'est ça ce roman. C'est assez drôle, cocasse parfois, terrifiant à d'autres moments. Je vous conseille. Merci en tout cas Gaspard Koenig d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et en attendant